Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, puis merci pour votre fidélité, n'oubliez pas d'ores et déjà de vous abonner pour ceux qui ne le seraient pas encore, de partager, de mettre des commentaires éventuellement, chers amis, ou de mettre un pouce en bas ou un pouce en l'air, ça permettra à la vidéo d'être un peu plus visible. Alors dans ce contexte un peu, j'ai envie de dire, ridicule au niveau d'Amsterdam, où les voyous du Maccabi se plaignent d'être victimes de pogroms ou de je ne sais quel crime contre l'humanité, j'exagère un peu, voilà, ces gens-là qui font les durs et qui roulent des mécaniques lorsqu'ils s'attaquent à des femmes et des enfants et des civils là-bas, où vous savez, lorsqu'ils viennent ici et qu'ils se prennent une raclée maison face à des hommes, à des bonhommes comme eux, à des hooligans, et que les médias prennent parti pour eux, vous connaissez la chanson. Avant d'aborder ces petits sujets, et du sujet aussi du fameuse banderole du PSG qui a fait le tour du monde maintenant, qui est virale et qui est soutenue un peu partout, malgré les gesticulations et la pleurniche médiatique, et les condamnations venues des laquais et de la domesticité de l'impérialisme, eh bien, juste avant d'arriver à ça, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'Odyssée, la course, la vie de Yasser Arafat, puisque on est au lendemain du 11 octobre 2004, où il est mort. Nous sommes le 12 octobre 2004, et je voulais vous parler un peu de lui, dont vous rappelez par exemple que son nom de baptême a été Mohamed Abdelrahman, que son père Abdelraouf a été pendant la Première Guerre mondiale un combattant vaillant du côté des Alliés. Première Guerre mondiale, eh bien son père, qui est d'origine palestinienne comme lui, palestinien, eh bien a combattu du côté des Anglais, le père notamment de Yasser Arafat, Abdelraouf, et qui en a gardé d'ailleurs une balle sur le flanc gauche qu'il a porté, qu'il a gardé toute sa vie, pour vous montrer que cette famille a toujours été du bon côté, si j'ose dire, des choses, et des gens d'une grande vaillance. Rappelez aussi que la maison de son oncle Salim, dans le quartier maghrébin de Jérusalem, eh bien sa maison a été longtemps une espèce de vestige, puisqu'elle faisait partie d'un bâtiment, de 13 bâtiments qui étaient à côté du mur dans le quartier maghrébin, et elle jouxtait une zaouïa des Farkhani, je crois, qui datait du XIIIe siècle. Cette maison, après 67, eh bien, l'oncle Salim de Yasser Arafat a été occupé par le rabbinat de Jérusalem et ensuite par la police avant d'être détruite à son tour. D'ailleurs, à cet égard, lorsque Yasser Arafat grandira aussi en Égypte, il va habiter un quartier qui s'appelle le quartier Sakakini. La rue dans laquelle il a grandi, c'était la rue Tour Sani, dans le quartier Sakakini. Eh bien, il raconte qu'il vivait près d'une très vieille mosquée du XIIIe siècle aussi, et que dans ce même quartier, Sakakini, eh bien, Yasser Arafat, le jeune Yasser Arafat, jouait avec des enfants qui allaient à l'école, à la synagogue à côté, et avec des enfants chrétiens à côté, qui avaient une véritable harmonie, une espèce de petite Andalousie, et qu'il a toujours effectivement de bons rapports avec les différentes communautés. Voilà, ça c'est pour la partie un peu histoire liée à Yasser Arafat. J'y reviendrai en fin de vidéo. J'aimerais poursuivre avec l'actualité aujourd'hui sur ce qui s'est passé concomitamment, comme on dit en même temps, au moment où cette fameuse banderole, ce tifo qui est exhibé à la face du monde, merveilleux tifo qui dit Free Palestine, et là c'est dit par du blanc de blanc, hein, c'est du français, c'est-à-dire que la désintoxication et le poison médiatique n'a pas fonctionné dans le cerveau de ces supporters du PSG qui ont brandi leur volonté de paix et de cessation du massacre des civils en Palestine. Ils l'ont dit haut et fort, et cette vidéo a fait le tour du monde malgré les démentis, les crispations, les gesticulations, les cacas nerveux de ceux qui dénonçaient ce tifo, cette banderole, comme une provocation, alors qu'elle appelait à la paix, à la paix. Alors tout ça va peut-être faire école, il y en aura peut-être d'autres qui vont commencer à se dire mais il faut absolument aussi prendre parti, se mouiller, manifester, boycotter, dénoncer, et surtout
ne pas se faire endormir par la propagande médiatique qui bat son plein en ce moment avec les mêmes clowns, avec les mêmes tartuffes un peu partout. Dans le même temps, je vous disais, Amsterdam se joue un match où des voyous, des crapules qui étaient venus pour en découdre, venus des Maccabées de Tel Aviv, pensaient qu'ils étaient à Gaza, qui peut aussi faire à peu près faire la loi. Sauf que là, leur mauvaise manière, leur sale éducation, leurs incivilités poussées à l'outrance ont fait qu'ils ont rencontré des supporters de l'Ajax à Amsterdam et là qu'ils ont pris la raclée du siècle, évidemment, même commentaire, on a parlé de pogrom, de crise, enfin, les mêmes défenseurs de l'absurde sont montés au créneau, même des élus français sont montés au créneau pour défendre des voyous pareils, et parler de crimes, ou je ne sais qui, ou je ne sais quoi. Bref, finalement, les choses reprennent leur place, l'opinion n'est pas complètement intoxiquée, et c'est heureux de savoir qu'il y a une partie d'opinion qui a envie de dire ça suffit, baraquette, trop c'est trop, on ne peut pas assister à de tels massacres, et dérouler un tapis rouge à un criminel de guerre, au boucher de Tel Aviv et à ses apprentis aussi bouchers. Il y a un moment, l'opinion commence à comprendre et à réagir. Eh bien, c'était inattendu. C'est venu par le football où on pense que les footballeurs ou les fanzines, les fans de football ne pensent qu'au ballon rond et qu'ils n'ont rien dans le cigare. Et bien finalement ils ont pris très bonne position. Aussi bien en France. Bon, Amsterdam c'est autre chose, c'est un règlement de compte entre hooligans, on va dire ça comme ça, bien que les médias veulent interpréter ou surinterpréter ou dominer encore une fois la pensée et faire passer leur propagande un peu partout. Donc tout ça est pas mal. Donc le cirque médiatique se poursuit. Ne soyez pas dupes, comme je le disais, soyez mithridatisé, autrement dit. Mithridate, c'était un homme qui avait que les Grecs appelaient, parce que, enfin, c'est devenu un verbe, mithridatiser, au sens où Mithridate était devenu insensible au poison qu'on voulait lui inculquer. Bien, mithridatiser, c'est ça, c'est à force d'encaisser du poison, on finit par devenir insensible et fabriquer un antidote au poison médiatique. Et je pense que vous l'avez compris, vu le sursaut immense de la réaction concernant cette banderole qui a un succès mondial du PSG, Free Palestine, et aussi le spectacle navrant d'Amsterdam, où des provocateurs, pour certains d'ailleurs des soldats israéliens qui ont peut-être du sang certainement dans les mains, eh bien ont voulu jouer les victimes à la pleurniche. Relayée par les médias, vous connaissez à peu près la chanson. On n'est pas dans la chanson douce, là, celle de Paul Verlaine. On est dans la chanson plutôt pleine de haine. D'ailleurs, à cet égard, on n'est pas non plus à Amsterdam dans la chanson de Jacques Brel, hein, ni celle de Guy Béard aussi, Amsterdam. Non, Amsterdam, c'était la chanson de la pleurniche, de l'éternelle victime que seraient ces potentiels criminels. Bref, vous n'êtes pas tombé dans le piège, c'est très très bien comme ça. Alors, deux, trois anecdotes encore pour conclure, chers amis. Yasser Arafat avait une estime sans borne pour sa grande sœur qui s'appelait Nimhan. Nimhan, qui était tellement charitable, qui avait souvent ouvert sa porte aux réfugiés palestiniens et qui était une espèce de deuxième mère pour Yasser Arafat. Et d'ailleurs, à qui il offrira des funérailles nationales lorsqu'elle mourra à l'âge de 82 ans. Et d'ailleurs, cette estime était telle qu'il l'avait baptisée el-Mouminin, la mère des croyants, à cette grande sœur d'Yasser Arafat. Une famille très unie. Son petit frère Fethi, qui sera victime aussi des brutalités sionistes à l'âge de 5 ans, alors que Yasser Arafat en a 7. C'est Yasser Arafat qui protégera son petit frère Fethi. Et de rappeler aussi que Jamel, son plus grand frère, a été le premier représentant du Fatah. Pour l'histoire du Fatah, la première organisation de résistance créée par Yasser Arafat, eh bien, il faut savoir qu'elle s'appelait au départ Harakat al-Tahrir al-Palestine, donc les sigles HTP. Ça sonnait pas bien. Yasser Arafat décide d'intervertir les lettres F d'abord, ce qui va donner Fatah. Et Fatah, ça veut dire en arabe la victoire, mais c'est en même temps, curieusement, le nom de la sourate 48 du Coran qui dit justement « Nous vous offrirons une victoire éclatante ». Alors vous imaginez un petit peu la résonance mystique, religieuse et historique du nom Fatah.
Yasser Arafat aura toujours une idée comme ça, très liée avec, avec l'histoire de l'islam et celle du prophète. Il se voudra aussi être un élément central de la reconquête palestinienne et porté aussi par sa foi et son respect aussi de toutes les religions, notamment celle des Palestiniens qui sont pour 30% chrétiens et les autres musulmans. Petite anecdote sur la brutalité israélienne, déjà à l'époque, au-delà de l'expropriation, etc., etc. Yasser Arafat dira, en 1948, ils nous ont expulsés de nos terres, ils nous ont pris la moitié de nos terres. En 1967, ils nous ont expulsés de notre terre, et là, nous sommes effectivement prêts à quelque part être exterminés. En 1967, il avait déjà compris à peu près la stratégie et le risque énorme qu'encourait la population palestinienne. D'ailleurs, en 67, à Beyrouth débarque un commando israélien, pour certains déguisés en femmes, qui vont du côté de la rue de Verdun, où était installée une partie du siège des Palestiniens. Le commando va entrer, ils vont tuer Abou Moussa, qui s'appelait, je crois, Youssef el-Najjar, qui était un des responsables de la branche armée du Fatah. Ils vont l'assassiner, lui et sa femme. Ensuite, ils vont assassiner le deuxième chef des représentants du militaire à Beyrouth, qui s'appelait Hadouane, je crois, Youssef Hadouane, qui va être assassiné aussi. Quant au troisième, oui, pour être plus précis, Youssef el-Najjar, qui était le chef de la branche militaire du Fatah, sera assassiné donc en 1973 à Beyrouth avec sa femme, et il sera assassiné par Jonathan Netanyahou, justement, le frère de Netanyahou. La barbarie était déjà en place, si j'ose dire. Je ne sais plus qui disait, Robert Sabatier, je crois. La barbarie est l'autre patrie de la bête humaine. On peut le constater en ce moment avec ce qui se passe à Gaza. Moussa Hadouane, donc le deuxième chef de la branche militaire, sera assassiné par quelqu'un qui va devenir célèbre aussi. C'est le fameux Ehud Barak, qui va devenir, lui, Premier ministre. Quant à la troisième personne, qui s'appelait Ammar Kamel, je crois, qui était lui un poète palestinien et un porte-parole palestinien, eh bien lui sera sauvagement assassiné, ce porte-parole, comme il est porte-parole du Fatah et de l'OLP, eh bien il va être sauvagement assassiné de plusieurs balles dans la bouche. C'est ça aussi, l'armée la plus morale du monde, déjà en 1973. En 1962, lorsque l'Algérie se libère, eh bien l'OLP, le Fatah, est officiellement invité pour les fêtes de l'indépendance algérienne, comme des chefs d'État. L'OLP sera invitée et elle sera reçue notamment par Ben Bella, qui va promettre une aide militaire et une aide politique et diplomatique à la Palestine, ce qui sera confirmé beaucoup plus tard et de façon plus concrète par le regretté aussi Walid Boumedienne. Voilà, j'ai dit à peu près comme ça, j'essaie de dresser un tableau de la situation, etc., etc. Si vous avez apprécié, vous voulez faire des commentaires ou ajouter des choses, n'hésitez pas à le faire, chers amis, via les commentaires, l'application, l'abonnement ou les pouces. Merci infiniment, à très bientôt.